Subir une hystérectomie, ce n'est pas anodin. On a peur, on se pose 1000 questions. On ne sait pas ce qui va se passer avant, pendant, après. On s'inquiète de ce que notre corps va devenir une fois qu'il n'aura plus d'utérus et parfois plus d'ovaires. C'est une intervention que j'ai moi-même subie il y a maintenant 2 mois. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire le bilan 2 mois après la chirurgie. Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis kinésithérapeute et je me suis spécialisée dans la santé féminine après 45 ans. Aujourd'hui, c'est aussi en tant que femme que je m'adresse à vous, pour vous raconter mon histoire et peut-être dédramatiser un petit peu cette intervention que l'on appelle une hystérectomie. On va remonter un petit peu en arrière, en mai 2025. J'ai un contrôle de routine chez ma gynéco. Je suis suivie par elle maintenant pour un utérus polyfibromateux et de l'endométriose depuis de nombreuses années. Je l'avoue, à ce moment-là, mon cycle est une torture depuis à peu près 2 ans. J'ai mal presque au quotidien, mais comme je le répète régulièrement en entourage, je gère. Je gère, tu parles. Le cordonnier qui est mal chaussé, tout ça. Bref, c'est un contrôle de routine, je passe une échographie et là, grosse découverte, j'ai un kyste, probablement endométriotique sur un ovaire. Et pas un petit kyste, il fait déjà 5 cm le pépère. Ma gynéco ne panique pas. Elle veut attendre de voir si c'est un kyste fonctionnel qui va se résorber probablement ou un endométriome que là il faudra enlever. On attend donc mes prochaines règles pour vérifier et là non seulement pépère est toujours là, confortablement installé, bien pépouze sur mon ovaire, mais en plus l'utérus semble avoir grossi lui aussi. Et là ça rigole plus, ma gynéco demande une IRM pour voir l'étendue des dégâts. Et dans le même temps elle me prépare psychologiquement à l'éventualité d'une hystérectomie. Ok, primo, l'IRM. Mais déjà, trouver un créneau pour une IRM dans mon patelin, c'est la galère. Genre, à côté, la quête du Graal, ça ressemble à une chasse aux œufs de Pâques dans un 20 mètres carrés. Petit miracle, je trouve une place 6 semaines plus tard. Tant pis, je prends. L'IRM confirme, c'est bien un endométriome de 6 cm. Tiens, pépère a grossi. Et on a plus d'une dizaine de fibromes utérins de tailles diverses et variées, mais dont la plupart font déjà plus de 3 cm de diamètre. Et tout ça, ça se trouve dans un petit bassin qui est globalement très inflammatoire. Tu m'étonnes. Entre-temps, j'avais eu la consigne d'arrêter toute activité générant des impacts et des mouvements brusques, pour éviter soit un éclatement du kyste, soit une torsion de l'ovaire. Pas terrible. Et si vous me suivez un peu sur cette chaîne, vous savez que je pratique 2 disciplines qui ne sont faites que de ça, des impacts et des mouvements brusques. En effet, je pratique le kobudo, ou l'art de manier les armes anciennes japonaises, et le taiko, qui est le tambour japonais, pour lequel je me produis régulièrement sur scène. J'ai donc dû mettre en suspens mes activités physiques, et mon groupe de taiko a refusé les prestations qu'on nous proposait pour un temps indéterminé, puisque je ne savais toujours pas quand j'allais me faire opérer. J'ai donc pris une grosse pause à ce niveau-là, qui a impacté plus que ma seule personne. Après l'IRM, j'ai attendu tout l'été de revoir ma gynécologue. Alors c'est vrai, ça m'a semblé long, mais cette petite période, ça m'a aussi permis de réfléchir à l'idée de subir cette hystérectomie dont jusque-là, je refusais absolument d'entendre parler. Parce que c'est pas la première fois qu'elle me le proposait. Et pourquoi je refusais d'en entendre parler? Aucune idée. Par peur, par doute, par méconnaissance aussi. Et puis, j'avais pas envie de subir une intervention alors que, je vous l'ai dit, je gérais. Bref, flemme. Mais au cours de cet été 2025, l'idée fait son chemin dans ma tête. Et puis c'est pas comme si j'avais le choix de ne pas subir d'intervention. Ce kyste de 6 cm, il faut l'enlever. Donc peut-être, effectivement, pourquoi pas retirer l'utérus en même temps. Hasard du calendrier, ma belle-sœur, qui est plus âgée que moi et qui est déjà ménopausée, se fait retirer les 2 ovaires à la fin de l'été. Avec une laparotomie, donc une ouverture au niveau abdominal. Et ça m'effraie un peu, parce qu'une kystectomie, c'est finalement une opération assez simple qui se fait plutôt par voie basse, sans aucun souci, même sans célioscopie. Mais avec une hystérectomie, on change radicalement de catégorie. Et là, la laparotomie, elle devient très probable. Et je commence à me dire que la convalescence, elle risque d'être longue peut-être. Et avant de reprendre mes activités, ça va me demander un certain temps. En plus, ma belle-sœur, elle vit une convalescence post-opératoire qui est assez compliquée, qui est émaillée d'allers-retours aux urgences. Je vous le cache pas, à ce moment-là, moi, ça me rassurait pas. Finalement, j'ai décidé de mieux me renseigner de mon côté. J'ai commencé à accepter l'idée de ne plus avoir d'utérus, de ne plus avoir de règles, et je me suis dit que ça améliorerait certainement mon quotidien. Alors j'ai commencé à me préparer, physiquement et psychologiquement. Et j'ai aussi pensé que ma préparation pourrait peut-être servir à d'autres femmes. Alors j'en ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver juste ici. Je me suis dit que toutes les connaissances que j'accumulais, toute la préparation que je faisais,
Si ça pouvait être utile à d'autres que moi, eh bien il fallait vraiment la partager. Enfin, fin septembre, je vois ma gynécologue. Bon, pas de mystère, hein, pour elle, il faut enlever l'ovaire qui a, selon ses termes, une sale gueule. J'adore ma gynéco, elle est cash et ça me plaît, mais vraiment, elle est cash. Et pour elle, il fallait aussi enlever l'utérus qui ressemble à un vieux chou-fleur. Ouais, je vous l'ai dit, elle est vraiment, vraiment cash. Ce jour-là, le jour où je la revois, on décide de ça, je suis prête, je suis sereine et je suis vraiment d'accord avec elle. Petit problème, elle maîtrise très bien l'hystérectomie par voie basse, mais dans mon cas, elle a peur d'avoir des complications qui seraient liées à la vessie, aux uretères et au côlon. Tout a l'air collé et adhérent là-dedans, elle préfère vraiment me confier à son collègue qui lui est spécialisé dans la cœlioscopie par robot assisté. Et au fond de moi, je m'effondre un peu, parce que d'une part, j'espérais que ce serait elle qui allait m'opérer, et d'autre part, j'ai peur que ça risque de reculer encore l'intervention. Et finalement, je me trompais sur les deux tableaux. J'ai obtenu un rendez-vous avec son collègue la même semaine, et il m'a prévu l'intervention pour 2 semaines plus tard. Donc, vraiment rapide. Et j'ai pas regretté d'être avec lui parce que j'ai trouvé vraiment formidable. Humain, compétent et à l'écoute. Il a pas minimisé mes craintes, il m'a absolument tout expliqué. Une crème d'homme, j'ai pas d'autre terme. Pendant le rendez-vous qu'on a eu ensemble et qui a duré presque 1 heure, il m'a aussi examiné et il a vu un autre kyste sur l'autre ovaire et il m'a convaincu qu'il valait mieux tout retirer pour pas avoir à retourner sur le billard dans 2 ou 3 ans. Donc au départ d'une simple kystéctomie, je me retrouve cette fois partie pour une hystérectomie avec une annexectomie bilatérale. Donc, on enlève tout. Et c'est plus tout à fait la même chose que ce qui était prévu au départ. Donc je commence à prendre conscience qu'après cette intervention, je serai ménopausée. Et ce sera terminé, ce sera définitif. Donc après l'avoir vu, j'ai encore 2 semaines préopératoires que je mets à profit pour compléter ma préparation. Je suis arrivée le jour J, complètement confiante, détendue, prête. J'ai même réussi à plaisanter avec l'équipe quelques minutes avant d'être endormie. C'est le chirurgien lui-même qui a conduit le lit jusque dans la salle d'opération et il a heurté le mur du couloir plusieurs fois. Je lui ai dit que j'espérais qu'il pilotait mieux le robot que le lit parce que sinon j'allais être mal barrée. Il a ri, j'ai ri, plutôt bonne ambiance. Je trouve que c'est la meilleure façon de préparer une intervention, c'est vraiment d'être bien avec l'équipe et d'arriver presque à en rire un petit peu avant. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. L'intervention en elle-même s'est plutôt bien passée, il y a eu quelques complications liées à la vessie, mais vraiment le chirurgien, toute l'équipe, ils ont été formidables, ils ont fait absolument tout ce qu'il fallait. Et ensuite, il a fallu laisser le corps faire son travail de convalescence. Tout le premier mois, je l'ai déjà évoqué, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes et vous pouvez retrouver la playlist ici. Donc dans ce premier mois, de la fatigue, une récupération progressive, l'apprentissage de la patience, ce qui n'est pas toujours mon fort, je l'avoue. Mais globalement, ce premier mois de convalescence s'est bien déroulé. Finalement, à la fin de ce premier mois, ce qui m'embêtait le plus, c'était la ménopause qui commençait à s'installer. Plus précisément, les bouffées de chaleur et le sommeil fragmenté. Et j'en parle d'ailleurs dans cette vidéo. Et maintenant, nous sommes à 2 mois et j'ai été mise sous traitement hormonal substitutif, donc des œstrogènes. Et j'ai mis en place différentes stratégies comme un travail respiratoire et des séances d'auto-hypnose avec un suivi un petit peu presque comme en thérapie comportementale cognitive. Et grâce à ça, mes nuits sont bien meilleures et je n'ai presque plus de bouffées de chaleur. Je ne vais pas dire que j'en ai plus du tout, mais elles sont devenues vraiment très atténuées et très très gérables. Très franchement, si ça continue comme ça, si c'est pas plus, moi perso ça me va. Donc même si je les élimine pas complètement, c'est vraiment pas grave. Donc j'ai pas trouvé une solution miracle de façon isolée, mais j'ai mis en place une stratégie globale, intelligente et adaptée à mon cas. Côté physique, mais quel changement! Je n'ai plus aucune douleur abdominale et je ne souffre plus de ce fameux endobelly, vous savez, le ventre qui gonfle en permanence. Je peux même dire que j'ai retrouvé le ventre plat de mes 30 ans. Presque. J'ai aussi repris mes activités sportives et même si les premières fois je soufflais un peu comme une vieille locomotive, mes capacités cardio-respiratoires se sont vite améliorées, elles sont revenues progressivement et aujourd'hui je me sens presque aussi bien qu'au moment où j'ai dû arrêter les activités. Tout n'est pas encore revenu, mais je sens que c'est quand même beaucoup mieux. Et le gros avantage, c'est surtout que je n'ai plus de douleur. Et ça, c'est quand même assez magique. Et je sais que je dois encore travailler, mais c'est normal. Un corps qui a été opéré, même quand tout se passe bien, a besoin de temps pour retrouver toutes ses capacités. Donc, il faut encore un petit peu de patience. Mais vu les résultats, je trouve ça très encourageant. Il y a une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, je n'ai plus de fuite urinaire à l'effort.
Avant, je me pissais dessus littéralement au moindre éternuement et depuis l'intervention, je suis vraiment peinard de ce côté-là, mais sans avoir mis de focus particulier sur le périnée. Donc j'imagine que l'utérus devait vraiment appuyer et pousser fort sur le périnée et l'inflammation chronique endopelvienne ne devait vraiment rien arranger. Évidemment, chaque femme et chaque situation sera différente et je dis pas du tout que c'est une garantie universelle, mais en fait dans mon cas, ça s'est vraiment passé comme ça et c'est une vraie bonne surprise pour moi. Mais le plus grand changement pour moi, c'est la liberté retrouvée. Plus de règles, plus de douleur, plus de journées pénibles à mon cabinet à devoir supporter la douleur et la fatigue avec le sourire tout en soignant mes patientes qui n'y peuvent rien, les pauvres, elles sont, ça les regarde pas, mais c'est vrai que ça me faisait vraiment des journées qui étaient difficiles à assumer jusqu'au bout et extrêmement fatigantes. Il n'y a plus non plus d'activités que je dois éviter au cas où j'aurai mes règles, au cas où je me ferai pipi dessus, au cas où j'aurai mal, tout simplement. Alors oui, c'est vrai, maintenant je suis ménopausée. Et non, ça ne m'effraie pas. Je considère juste que c'est une nouvelle étape de ma vie. Une étape qui va me demander de l'adaptation, mais aussi de la connaissance, du mouvement et un peu de bienveillance envers moi-même. Mon objectif n'est pas de lutter contre la ménopause, mais de vivre avec elle, intelligemment. Ce sera pas facile tous les jours, je vais devoir tâtonner un petit peu, mais je sais que je vais trouver au fur et à mesure. Si j'ai partagé avec vous cette étape très intime et très importante de ma vie, ce n'est pas pour le plaisir juste de parler de moi. C'est pour vous montrer qu'il est possible de traverser cette période sans peur, avec des outils concrets et sans renoncer à ce qui nous fait du bien. Et aussi parce que je considère que c'est une sorte de préambule, parce que je compte faire profiter cette chaîne de tout ce que je vais apprendre, de tout ce que je vais tester pour mieux vivre la ménopause, tout en restant toujours dans mon cadre de kinésithérapeute. Parce que oui, la ménopause, elle peut s'accompagner avec la kinésithérapie, et ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo que j'ai déjà en tête. Si vous êtes concerné par une hystérectomie, par la ménopause ou simplement par cette grande phase de transition après 45 ans, vous n'êtes pas seul. Prenez le temps, écoutez votre corps et entourez-vous des bons professionnels de santé. Si vous avez des questions ou envie de partager votre expérience, les commentaires sont là pour ça. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous et surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.